Merci beaucoup. Tout d'abord, merci à la sénatrice Ringuette, au sénateur Plett pour le projet de loi et les prises de parole. Tout cela nous rappelle l'importance des débats, car j'ai appris des nouvelles informations aujourd'hui, informations qui nous aideront tous à prendre une décision sur ce projet de loi. Dans ses remarques de clôture, le sénateur Dalphond nous a demandé de légiférer en nous fondant sur les faits. Nous avons tous une idée potentiellement différente de ce que sont les faits, mais je crois que nous pouvons nous entendre sur un fait. Les sénateurs Dalphond et Ringuette nous ont fait part d'informations qui ne correspondent pas à l'avalanche de détails dont nous ont bombardé les groupes de lobbying. Évidemment, c'est à nous tous ici de décider des faits qu'ils choisiront, mais je tiens à exprimer toute ma reconnaissance envers mes collègues de nous avoir présenté cette multitude de points de vue. Je suis aussi très reconnaissant d'avoir cette occasion de participer au débat sur l'amendement puisque je n'étais pas présent en chambre lorsqu'il y a eu le débat et le vote sur le rapport. J'étais évidemment membre du comité de l'agriculture qui a rédigé le rapport. Et j'ai voté en faveur de l'amendement au stade de comité, soit l'amendement de retirer les granges des exemptions à cette 234. J'étais très déçue de ne pas avoir eu l'occasion de me prononcer sur l'amendement devant la Chambre du Sénat avant le vote sur le rapport. Et donc, je saisis l'occasion de le faire ce soir. Pour ceux d'entre vous qui se demandent pourquoi nous nous repenchons sur un amendement qui a été rejeté, comme le rapport du comité a été rejeté, j'espère que mes commentaires pourront apporter nouvelles perspectives et peut-être même vous faire changer d'idée. L'amendement du sénateur Dalphond nous encourage à réfléchir à la différence entre les granges et les séchoirs à grains lorsqu'il s'agit de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On se fonde sur la supposition qu'il y a moins d'options éco-énergétiques pour le chauffage des bâtiments que pour le séchage du grain. Cette assertion est correcte. Le sénateur Dalphond en a déjà parlé et c'est un argument robuste pour le retrait des granges de l'exemption. Les bâtiments peuvent être améliorés. Il y a des solutions de construction, de technologies de ventilation et autres mesures qui sont disponibles. Les émissions peuvent également être réduites en passant à des sources d'énergie renouvelables en totalité ou en partie lorsque ces énergies sont disponibles. Il y a aussi l'installation de thermopompes. Je sais que c'est une vieille technologie qui est devenue, disons, un symbole de la guerre des cultures propagée par des personnes qui ne croient pas nécessairement au changement climatique ou qui résistent au changement. Les thermopompes ont été démonisées comme un engin qui porte atteinte à la liberté de polluer ou qui ne répond pas aux besoins en matière de chauffage et de refroidissement. Cela me rappelle un peu de la situation avec les véhicules hybrides lors de leur apparition. Il y avait une certaine impression selon laquelle si on conduisait un véhicule hybride, on essayait de faire une déclaration qu'on voulait bien paraître, avoir l'air cool. Et c'est un peu la même impression que j'ai par rapport aux thermopompes aujourd'hui. Des guerres de culture semblables se déroulent en Europe aussi, par exemple en Allemagne, où le chancelier et son gouvernement ont présenté les thermopompes comme la source d'énergie préférée pour les nouvelles constructions. Mais le Alternative for Deutschland, le parti d'extrême droite, s'est opposé à cette idée. Selon eux, d'encourager l'utilisation des thermopompes était une mesure socialiste. Des débats semblables se poursuivent aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs en Europe, souvent présentés par les partis de droite.
J'aimerais revenir sur les propos du MIT sur l'efficacité des thermopompes dans les climats froids. Le MIT Technology Review a publié un document sur la question où ils disent que les thermopompes propres ne fonctionnent pas bien dans les climats très froids. C'est souvent quelque chose que les entreprises de combustibles fossiles répètent puisqu'il y a évidemment une concurrence à leurs produits. Il y a un grain de vérité. Les thermopompes peuvent être moins efficaces dans des climats très froids. Si la température baisse, la thermopompe devra travailler plus pour réchauffer l'air provenant de l'extérieur. Mais il y a des thermopompes qui fonctionnent bien partout dans le monde, de l'Alaska au Maine et en Norvège, un pays au climat froid. 60% des bâtiments sont chauffés à l'aide de thermopompes. Collègues, même si les thermopompes ne sont pas aussi efficaces par temps très froid, la solution la plus écologique est d'avoir une deuxième source de chauffage. Ferguson et Sagan ont fait une étude en 2022 et ont déterminé que les thermopompes généraient moins d'émissions dans toutes les parties du Canada, pas seulement une région. Au Manitoba, en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick, il y a moins d'émissions dans les fournaces. Il y a dans le domaine du chauffage, c'est le cas. Même quand les coûts reliés au gaz naturel sont plus bas, les coûts de la thermopompe sont plus avantageux. Donc, en d'autres mots, les thermopompes par temps très froid sont très efficaces. Le sénateur Dalphond a raison de nous rappeler que les granges sont différentes et qu'elles produisent moins d'émissions. En fait, les infrastructures ne sont pas les mêmes. Si nous croyons au rôle vital de la tarification sur le carbone comme mesure incitative pour apporter du changement, cela devrait suffire pour que nous soutenions cet amendement. Mais il serait incorrect de dire ou d'extrapoler que cet argument, de dire que les séchoirs à grains ne sont pas responsables. Ce qui compte, ce n'est pas qu'il y a des solutions alternatives. Cette fausseté est fondée sur le fait que la tarification sur le carbone fonctionne uniquement lorsqu'il y a des solutions alternatives. Uniquement lorsqu'il y a des technologies de rechange. Il s'agit là d'un des arguments principaux invoqués. Le gaz naturel n'est pas aussi important. En fait, on se concentre sur la prochaine nouvelle technologie qui permettra aux producteurs d'arrêter d'utiliser le gaz naturel. Le manque de réponse a été utilisé comme argument pour l'exemption des 8 prochaines années. Mais cela ne tient pas compte du fonctionnement de la tarification sur le carbone. Pourtant, ça a été répété plusieurs fois et de manière très répétée de la part de Pulses Canada. L'effet d'un signal quant au prix
vise à inciter les producteurs à réduire leur utilisation de combustibles fossiles et à faire des investissements dans les technologies qui existent actuellement. Le point est de se rapprocher de la frontière technologique, quelle que soit la technologie disponible. La technologie de choix. Le mécanisme de prix ne se fonde pas uniquement sur les technologies d'avant-garde qui sont tout à fait nouvelles. Même si la tarification sur le carbone fonctionne, encourage l'innovation, ce n'est pas là un argument crédible. Le sénateur Dalphond l'a expliqué. Mais j'aimerais parler d'un des témoins vedettes qui a admis qu'il venait de changer son séchoir à grains de 50 ans pour un nouveau. Et le sénateur Plett vient de nous dire que le séchoir NECO produit des économies substantielles. Il s'agit exactement de ce que l'on peut attendre de la tarification sur le carbone. Et on peut s'attendre à ce que d'autres producteurs céréaliers vont penser à la tarification sur le carbone. Lorsqu'ils songent à remplacer leur séchoir, ils vont penser à un modèle NECO. Le gouvernement fédéral a un programme très populaire auprès des producteurs et la plupart des défenseurs du projet de loi disent qu'il faut augmenter le financement de ce programme. Nous avons entendu cela à la période de questions du ministre Guilbeault. Il s'agit là d'une admission, d'un aveu, quant à l'existence des mesures quant à l'efficacité énergétique qui sont disponibles pour les producteurs aujourd'hui. Certains d'entre vous diront que les fermiers agissent pour leur propre intérêt et que d'autres, l'efficacité énergétique n'est pas nécessaire. Donc, c'est-à-dire que le signal quant au prix n'est pas nécessaire. Mais présumons que chaque agriculteur maximise déjà ses économies en fonction du gaz naturel et du propane. Et présumons également qu'une nouvelle source d'énergie alternative apparaîtra d'ici 8 ans. À ce moment-là, ceux qui utilisent le gaz naturel pourront changer pour une technologie plus récente avec un coût considérable ou payer 170 $ par tonne d'émissions par rapport à 65 $ par tonne par année. Ma prédiction est qu'ils ne choisiront ni l'un ni l'autre parce que ce sera trop soudain et trop important. Nous aurons permis cela. Ce qu'ils feront, c'est qu'ils demanderont au Parlement de prolonger l'exemption et ce sera possible en fonction de la version actuelle du projet de loi puisque nous l'aurons amendé. Tout cela représentera un fardeau très important. On peut voir comment C-234 mine la logique de la tarification sur la pollution et intensifie la pression politique pour abandonner le régime. Je voulais parler de l'amendement, mais je dirais que l'amendement a du mérite. Le sénateur Dalphond a demandé de tracer une ligne pour ne pas éroder davantage la tarification sur le carbone au Canada. Je ne veux pas dramatiser davantage, mais c'est ce que nous ferons c'est ce que nous ferons
en soutenant cet amendement. Je soutiendrai l'amendement et j'espère que vous le ferez aussi.